Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. L'Algérie a entrepris des réformes profondes pour bâtir un nouveau modèle économique pour la diversification de l'économie nationale et de la promotion des exportations hors hydrocarbures, traduisant un impact significatif sur les principaux indicateurs économiques. Sans foi ni loi. Au Maroc, l'histoire se répète avec un régime dont la trahison est monnaie courante. Un régime qui n'hésite pas aussi à investir de l'argent sale pour arriver à ses fins avec un jeu malsain. Et puis la culture algérienne à l'honneur, à Naples en Italie, où collégiens et lycéens étaient conviés à plonger dans la richesse de la culture algérienne à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, et dans le cadre de la diversification de l'économie nationale et de la promotion des exportations hors hydrocarbures, l'Algérie a entrepris des réformes profondes pour bâtir un nouveau modèle économique. Ces réformes se sont traduites de manière concrète avec un impact significatif sur les principaux indicateurs économiques. Les précisions avec Yasmine Msaoudi. Au cours de ces 5 dernières années, l'économie nationale a enregistré un saut qualitatif grâce à une série de réformes économiques profondes. Des réformes axées sur la construction d'un tissu économique solide, basé sur le renforcement de la production locale et l'encouragement des opérateurs économiques à s'ouvrir sur les marchés internationaux. Des réformes fructueuses qui ont permis de rehausser le niveau du commerce extérieur, notamment par l'augmentation significative des exportations hors hydrocarbures. D'ailleurs, les exportations hors hydrocarbures devront dépasser les 7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en cours. Avec ces réformes ambitieuses, l'Algérie a désormais des objectifs plus audacieux, atteindre 29 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures d'ici 2030. Ces dernières années, l'Algérie a adopté une nouvelle vision et une stratégie globale pour diversifier son économie en réduisant sa dépendance au pétrole et au gaz. Cette démarche s'appuie sur le développement de secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables. L'objectif principal est de bâtir une économie diversifiée et de renforcer les exportations. En 2024, grâce à cette approche ambitieuse et cohérente, les exportations hors hydrocarbures devrait dépasser les 7 milliards de dollars, illustrant ainsi des résultats concrets de cette transformation économique. La nouvelle dynamique du commerce extérieur repose sur plusieurs mesures incitatives mises en place pour soutenir les exportateurs. Parmi ces mesures figurent des réductions fiscales et la création d'un fonds de soutien aux exportations visant à accroître la disponibilité des produits algériens sur les marchés internationaux. L'ouverture de nouvelles lignes aériennes et maritimes a également permis de renforcer les relations stratégiques de l'Algérie avec de nombreux pays. Le réseau bancaire algérien s'est développé à l'étranger, notamment en Afrique, pour accompagner les entreprises nationales à l'étranger. De plus, des foires et des expositions ont également été organisées pour promouvoir les produits Made in Bledi et favoriser leur exportation. Pour simplifier les opérations d'exportation, des couloirs verts ont été mis en place dans les aéroports, notamment à l'aéroport d'Alger, afin d'alléger les obstacles bureaucratiques qui ralentissent l'activité des exportateurs. L'État a renforcé les exportations en ouvrant des banques à travers des pays africains comme le Sénégal et la Mauritanie. Des zones franches ont également été créées pour stimuler davantage les échanges. Aujourd'hui, l'Algérie a franchi une étape décisive. Les exportations hors hydrocarbures ne sont plus qu'un simple objectif, mais une réalité concrète. Ce qui n'était autrefois qu'un projet est désormais devenu une réalité. Des efforts considérables qui ont permis de booster l'économie nationale avec des indicateurs positifs. Le taux de croissance a atteint 4%, tandis que l'inflation a enregistré une nette baisse pour se stabiliser à 5%. Le PIB a dépassé les 266 milliards de dollars.
La volonté ferme des hautes autorités du pays d'accompagner les entreprises économiques s'est également traduite par le lancement d'un prix récompensant le meilleur exportateur ainsi que la création récente d'un ministère dédié à la promotion du commerce extérieur. Et parmi les produits algériens exportés hors hydrocarbures, un produit très convoité, il s'agit là de la date algérienne, à l'honneur à travers le Salon international de la date dans sa deuxième édition qui se poursuit jusqu'à demain. Et du côté du pavillon G, au Palais des Expositions d'Alger, où plus de 180 exposants participent, représentant l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Turquie. Et justement, parlant de ce rendez-vous économique, qui est donc une occasion d'échange d'experts dans le domaine, les centres de développement de l'entrepreneuriat établis dans chaque université ont pour mission de promouvoir l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire. Ils constituent la première étape pour accéder au financement des projets via l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Exemple aujourd'hui à l'université d'Il Abès dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Regardez ce reportage. Sofiane Marnine, récit Marim Damis. Porteurs de projets innovants, ces diplômés universitaires devraient bénéficier d'une formation d'une durée de 3 semaines. De quoi développer leurs idées, évaluer la faisabilité de ces projets, ainsi que les modalités de financement. Nous avons appris de nombreuses choses, comme l'élaboration d'un plan de travail ou l'analyse d'un marché. Car pour intégrer ce domaine, il est essentiel d'avoir une certaine expérience. Lors de cette formation, nous avons appris à repérer les projets prometteurs et les étudier en profondeur, afin d'identifier leurs points forts et points faibles. Cela renforce l'esprit entrepreneurial des jeunes porteurs de projets. Nous leur avons même enseigné comment constituer le dossier pour le déposer au niveau de la banque. Le centre propose des journées portes ouvertes consacrées à la sensibilisation et à la formation au profit des universitaires porteurs de projets. En plus de cela, nous assurons leur accompagnement afin qu'ils puissent bénéficier d'un financement et ce, en coordination avec l'ANAD. Pour éviter les déplacements vers les agences de l'ANAD, un bureau a été installé au sein du centre, facilitant ainsi les démarches à de nombreux porteurs de projets. Je suis en période d'évaluation de mon projet. J'ai rempli les 4 dossiers et préparé la présentation que je dois soumettre à la commission. Le business plan, les études techniques et économiques ainsi que l'étude de faisabilité. La durée de remboursement du crédit ne doit pas dépasser les 5 à 10 ans. Nous élaborons ensuite une fiche de notation. Les crédits de moins de 5 ans ont une note et les crédits de moins de 10 ans ont une note aussi. Depuis le début de son activité, le Centre de développement de l'entrepreneuriat a accompagné plus de 70 porteurs de projets, dont 3 projets validés et ont bénéficié d'un financement. Un mot de santé à présent. L'usage abusif des antibiotiques peut induire à une résistance à ces substances, ce qui peut constituer un problème de santé publique. D'où l'intérêt d'en réduire la consommation. Regardez ce reportage, il est signé à Raouf Hamouche. En 2050, elle pourrait être l'une des premières causes de mortalité au monde. Il s'agit de l'antibiorésistance. Le développement des antibiotiques a révolutionné le traitement des maladies infectieuses et à germes sensibles. Avec leur utilisation excessive, les bactéries ont appris à faire de la résistance, car c'est des êtres vivants qui évoluent. De ce fait, elles sont capables de s'adapter aux antibiotiques. Le traitement devient alors inefficace. Écoutez, en tant qu'acteur qui investit et engagé dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques et aux antimicrobiens en général, je conseillerais plutôt aux citoyens de ne pas prendre un antibiotique automatiquement après avoir ressenti des symptômes grippaux ou autres. Demandez toujours conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Et essayons de prévenir et de garder efficace des molécules qui sont de garantir l'efficacité de certaines molécules pour les générations futures. La résistance aux antimicrobiens qu'on appelle la RAM est un fléau, est un problème de santé mondial et l'Algérie ne déroge pas à la règle. Donc on est concerné déjà depuis quelques années et surtout aujourd'hui. Donc on voit les chiffres selon les données actuelles et les données disponibles, on voit que la prévalence des infections résistantes et de l'émergence de nouvelles souches résistantes, elle est préoccupante et très inquiétante. Selon un rapport établi par l'OMS, nous sommes sur le point de vivre une ère post-antibiotique dans laquelle une petite blessure ou des infections anodines pourraient être mortelles pour certaines
plein sujet. Un problème de santé publique majeur pour les professionnels de la santé qui a été abordé en profondeur lors de cette conférence organisée à l'occasion de la Semaine mondiale de la sensibilisation à l'antibiorésistance. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le problème de la résistance des bactéries aux antibiotiques est un fléau mondial. Et dans le cadre justement de la lutte contre cette résistance, on doit justement mettre en place les moyens diagnostiques performants, rapides, pour mettre en évidence ces agents pathogènes et traiter de façon optimale les infections. Les traiter de façon optimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser le bon antibiotique qui sera donc le plus actif possible sur la bactérie qui est responsable de l'infection et ne pas utiliser des antibiotiques à large spectre qui pourraient couvrir un large panel de bactéries mais qui vont justement par cette utilisation abusive, anarchique et non rationnelle engendrer donc des résistances aux antibiotiques. L'antibiorésistance est la cause de 700 000 morts par an à travers le monde, à cause de la consommation massive et parfois anarchique des antibiotiques. Faisons à présent une halte avec l'une des plus grandes trahisons qui auront marqué l'histoire, celle de l'émir Abdelkader par le régime du Merzan, et ce en connivence avec le colonisateur français. Des faits publiés à l'époque par le journal américain The New York Times, dont son numéro du 25 février 1870. Les quotidiens Le Soir d'Algérie et El Khabar sont revenus avec un article exhaustif sur ce fait. Commentaire Hassan Arab. Le Maroc pratique depuis longtemps la politique du coup de poignard dans le dos vis-à-vis de l'Algérie. Et parmi les coups tordus orchestrés par le Merzan marocain contre l'Algérie, la trahison dont l'émir Abdelkader, en tant que chef de la résistance nationale contre l'invasion française, a été victime. Trahison signée par le sultan d'alors, à savoir Abderrahman Ben Hicham. C'est ce que met en relief l'édition d'aujourd'hui du quotidien national Le Soir d'Algérie qui revient avec des détails éloquents sur cette trahison. Le Soir d'Algérie s'appuie ainsi sur un document d'époque, un article du journal américain le New York Times du 25 février 1873 pour souligner que la défaite de l'émir Abdelkader n'est pas due à la prouesse des armées françaises, mais à la trahison du sultan Abderrahman qui s'est allié à l'ennemi français. Ainsi, le sultan, à l'époque, a poussé de nombreux partisans de l'émir à le déserter avant de le chasser par la force au-delà de la frontière. En 1844, peut-on lire également sur les colonnes du Soir d'Algérie, le sultan Abderrahman a conclu avec la France coloniale un accord, le traité de Tanger, qui stipule dans tous ses articles clairement l'engagement du Merzan à pourchasser l'émir Abdelkader et à le combattre par toutes les forces. Cette trahison, rappelle le Soir d'Algérie, a été mal vécue par l'émir à l'époque, qui n'a pas hésité alors à déplorer dans une lettre adressée aux ulama égyptiens la servilité et la versatilité de la monarchie alaouite, accusant ouvertement Moulay Abderrahman de trahison. Et l'histoire se répète avec un régime dont la trahison est monnaie courante. Sans foi ni loi, le Merzan n'hésite pas à trahir même les causes humaines les plus nobles, à l'exemple de la cause palestinienne. Ce régime n'hésite pas également à investir de l'argent sale pour arriver à ses fins, notamment, rappelez-vous, pour faire accepter l'entité sioniste au sein de l'Union africaine ou encore dans le sport, pour organiser notamment des événements mondiaux dans un royaume qui peine à abriter un événement continental. Riyad Belkhadim. Mais à quel sale jeu joue encore le Merzan? Après avoir trahi ses alliés arabes en 1967 au profit de l'entité sioniste, changeant ainsi l'issue de la guerre des 6 jours, il semblerait que son indigne héritier réitère la même trahison avec ses voisins du continent africain. Il n'est plus un secret pour personne, l'entité génocidaire tente depuis longtemps de courtiser le continent en ne cachant pas sa convoitise rapace et hégémonique sur les richesses que possèdent les pays africains. Souvenez-vous,
Cette entité voyou et illégale a tenté d'infiltrer l'Union africaine en tant que membre observateur, rien que le titre est une aberration, mais fort heureusement, grâce à la vigilance des nations comme l'Afrique du Sud, l'Algérie ou d'autres délégations africaines, la tentative d'infiltration sioniste a été déjouée. Après cet incident, s'est développée chez les membres de l'Union africaine une nouvelle prise de conscience sur le rôle néfaste de l'entité apartheid sioniste sur le continent. Ce 36e sommet a marqué un tournant historique dans les relations entre l'entité et l'Afrique, continent longtemps convoité et courtisé par les sionistes. De plus en plus d'États africains n'admettent plus l'arrogance sioniste dans les territoires occupés par elle, illégalement, accompagnée de vagues répressives de plus en plus intenses contre les Palestiniens jusqu'à l'éradication même de la ville de Gaza. Beaucoup d'États africains commencent à réexaminer leur position, ce qui n'est pas le cas de quelques capitales, la plus impliquée d'ailleurs étant incontestablement Rabat. Après des décennies de double jeu scabreux et belliqueux, le Maroc a officialisé ses relations avec les sionistes en décembre 2020. Une reconnaissance en contrepartie d'une reconnaissance de l'occupation du Maroc sur le Sahara occidental, donc un accord entre deux États coloniaux et violents. Dans la foulée, des accords bilatéraux sont signés entre un roi malade et complice par ses trahisons de son peuple appauvri et spolié, et un sanguinaire Benjamin Netanyahou recherché par le tribunal pénal international. L'entité, qui a réussi le pacte avec le diable, a compris que sa prédation de l'Afrique passerait par le Maroc et son cheval de Troie serait le football, chevauché par le sulfureux, lui aussi, ministre du budget et patron de la Fédération royale marocaine de football. Comme son ancien roi, en 1967, la dévotion à cette entité criminelle est dans les gènes de tous les traîtres et Fawzi Lakdja excelle dans cet exercice. L'ex-président du club de Berkane ne recule devant rien pour permettre à son allié devenu maître de conquérir les richesses de l'Afrique. Sa mainmise sur le foot africain par la corruption, par l'argent sale, l'espionnage des personnalités influentes du football africain et parfois des politiques, le chantage et même parfois la violence a su jusqu'à présent rendre cet homme indispensable, voire incontournable sur le continent. En tout cas pour l'instant. Cette alliance contre nature entre les deux entités coloniales néfastes pour les intérêts des nations devrait voir dans les mois à venir un réveil des décideurs africains au niveau du football, comme l'a été celui des dirigeants de l'Union africaine pour barrer la route à une nation qui colonise une terre et un peuple africain qui cherche seulement à se libérer de ses chaînes, le Sahara occidental. Barrer la route également à son allié satanique qui ne doit sa survie que grâce au massacre du seul peuple digne de vivre sur la terre de Palestine, les Palestiniens. Le réveil des Africains est proche, car il n'y a pas de place pour les traîtres comme Lakdja sur la terre des justes. Et l'offensive de l'armée d'occupation sioniste continue sur l'enclave palestinienne. Ce matin, encore au moins 12 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de nouveaux bombardements de l'armée sioniste sur plusieurs localités du centre et du sud de la bande de Gaza. Ces crimes coïncident avec l'émission par la Cour internationale de justice de 2 mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre de l'entité sioniste et de son ancien ministre de la Défense. 124 pays ont exprimé leur volonté d'appliquer la décision de la Cour. Les Nations Unies et leur haut-commissaire aux droits de l'homme ont souligné l'obligation de mettre en œuvre le texte des 2 mémorandums. Position exprimée également par la Commission européenne des affaires étrangères. Et puis, retour chez nous, sport football, à présent. Hier soir, le match opposant le CS Constantine à l'USM Alger pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 s'est soldé par un score de 1-0 en faveur du CS Constantine au stade Cheikh Hamlaoui de Constantine. Et dans le cadre de la semaine culturelle à Naples, en Italie, organisée à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, cet événement unique invite collégiens et lycéens à plonger dans la richesse de la culture algérienne. Nous dit depuis Naples, Afab Belouchet, regardez.
Ce n'est pas une journée tout à fait ordinaire pour ces collégiens napolitains. Aujourd'hui, la classe dépasse les murs de l'école pour une immersion singulière dans une culture méconnue où l'art se révèle être la première porte d'entrée et c'est la stupeur qui les saisit. Beaucoup de choses sont vraiment très belles car il y a une longue histoire derrière tout cela. Donc oui, c'est magnifique. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, ce sont ces tableaux de cette jeune fille qui a réalisé sa première exposition à 15 ans. Les professeurs d'art plastique ne sont pas en reste, plongés eux aussi dans cet univers créatif algérien dont les racines s'étendent sur plusieurs millénaires. Ils découvrent une expérience inattendue. Sous la guidance inspirante du grand artiste Bardi, élèves et professeurs sont initiés au pas des géants des arts plastiques algériens, découvrant ainsi une richesse insoupçonnée. Ah oui, découvrir cet artiste Baya a été vraiment très intéressant. De même pour l'artiste qui nous a reçus, Bardi, très intéressant. L'exposition était vraiment très intéressante. C'était très apprécié de voir aussi des artistes différents, des artistes d'une culture complètement différente. Donc oui, vraiment, c'était très intéressant. Ce programme, à l'initiative du Consulat général d'Algérie à Naples, ne se limite pas aux collégiens. Des classes de lycéens de la ville ont également été invitées à participer dans une démarche de promotion de la culture et de l'histoire algérienne. Mais l'initiative va au-delà. La projection en italien du documentaire L'Algérie vue du ciel leur a permis de saisir l'immensité, les charmes et la beauté saisissante de notre pays. Une bonne expérience parce que je savais un peu de l'histoire de l'Algérie, mais je ne connaissais pas très bien la culture. Comme italien, je vous vois comme un exemple de résistance et de forteresse. Une émotion partagée par le directeur du lycée qui voit en cette action bien plus qu'une simple initiative pédagogique. Personnellement, j'ai été très touchée par votre histoire glorieuse, ancienne, vos racines qui plongent dans la nuit des temps, une culture qui progresse au-delà de la Méditerranée, comme la nôtre de ce côté-ci. Mais je suis vraiment honorée de connaître l'histoire d'un peuple qui a recherché la liberté. Cette liberté qui a aussi produit tant de sacrifices et qu'il est juste de rappeler aujourd'hui en ce 70e anniversaire. Una libertà che ha prodotto anche tanto sacrificio e che è giusto ricordare anche oggi in questo 70° anniversario. Parmi les élèves, 3 d'origine algérienne se distinguent, fiers de présenter le pays de leurs ancêtres à leurs camarades. Je pense que les gens ici sont intéressés par l'Algérie. Moi, quand mes camarades d'école me posent des questions, ça se voit qu'ils sont intéressés. Une initiative remarquable par son originalité et sa richesse qui s'inscrit pleinement au service de la promotion de l'Algérie, de son histoire et de ses valeurs, tout en s'ouvrant au grand public italien jusqu'à dimanche prochain. Et avec l'histoire de Jazair Johara, disait la regrettée Hassan al-Boucharia, nous arrivons à la fin de ce journal préparé par Nassim Saïdi, réalisé par Youssef Hatem. L'information revient ce soir à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.